Bonsoir. Bienvenue à l'Astrolabe au Parc national du Mont-Mégantic pour cette 35e édition du Festival d'astronomie populaire. Alors, nous sommes aujourd'hui à la dernière journée de cette 35e édition, alors qui a été très fructueuse en observation. On espère qu'elle le sera pour vous aussi ce soir. Alors, le Festival d'astronomie populaire, c'est un moment privilégié dans l'année parce que c'est le moment non seulement d'avoir une soirée d'astronomie comme on le fait souvent à l'Astrolabe, mais de faire une rencontre plus importante encore. Une de ces rencontres-là est technique, c'est rencontrer le télescope de 1,6 mètres, bande de chanceux. C'est un immense privilège qu'on nous fait de pouvoir observer à travers ce télescope-là, mais aussi une autre type de rencontre, une rencontre avec des gens qui travaillent dans le domaine de l'astronomie, disons, au sens très très large de la chose. Et on a l'occasion de vous faire rencontrer donc des gens dans ce domaine-là et de voir nos conférenciers invités. Alors, moi, je vais être un de vos présentateurs ce soir. C'est inscrit ici Philippe, ça doit donc probablement être vrai. Je vais avoir l'honneur d'être un parmi les nombreux animateurs que vous allez voir ce soir à la base et au sommet de la montagne. On se fera un plaisir de vous guider dans l'univers et de empirer vos angoisses existentielles, à cas échéant. Alors, vous aurez des activités, des présentations ici à la base de la montagne, une présentation infrarouge, une présentation de l'année, et vous aurez des activités, bien sûr, d'observation au sommet. À tout moment, n'inquiétez-vous pas, on va vous renseigner, vous donner des consignes à tous les bons moments pour vous guider, faire en sorte que vous ne soyez pas perdus dans l'espace. Mais ce soir, pour clore en beauté le festival, nous avons comme conférencier Martin Aubé, du Cégep de Sherbrooke. C'est un petit peu complexe pour moi d'introduire Martin Aubé. Pour être honnête, il a été mon professeur, mon directeur de projet de fin de tech. Alors, personnellement, je lui dois un des moments forts de mon parcours académique. Et déjà, ce moment-là que je l'ai rencontré, il était déjà à l'avant-garde de la question de la pollution lumineuse. À ce moment-là, il était déjà à l'avant-garde de la question de comprendre c'est quoi le phénomène de pollution lumineuse avec le projet Illumina, modéliser, comprendre, observer la pollution lumineuse. Mais non seulement, il ne s'est pas arrêté là. Il y a des scientifiques qui ont simplement observé les phénomènes et les constater. Lui, il est allé beaucoup plus loin. Il est maintenant un des chefs de file dans la question de comment on s'attaque au problème, comment on règle le problème en termes techniques. Alors, je vais vous laisser avec lui, mesdames et messieurs, Martin Aubé. Je n'ai pas dit le nombre d'années qui se sont écoulées, mais c'est pas grave. Ça ne rajeunit personne. Non, mais tant qu'à faire, je vais planter tout à fond. J'étais au premier festival. Je n'étais pas très vieux, on s'en rappelle quand même. Donc, c'est ça, comme Philippe l'a dit aujourd'hui, on va parler de pollution lumineuse. Moi, ça fait à peu près 16 ans déjà, ça passe très vite, que je travaille dans ce domaine-là. Quand j'ai commencé mes recherches, c'était pas tout à fait à ton époque, un peu avant ça, personne, en fait, s'intéressait au problème, ou presque, à part quelques astronomes qui étaient vraiment pris avec une situation, un problème criant, parce que leur observatoire était menacé. Là, je ne parle pas de l'observatoire du Mont-Mégantic, ce problème-là est arrivé, mais un peu plus tard. Mais je pense à des observatoires comme Palomar en Californie, qui sont toujours menacés, là, mais qui ont été. Certains observatoires sont même fermés à cause de ça. Donc, avant de commencer, en fait, comme vous voyez, le titre est un peu spécial. L'idée, c'est de dire est-ce que la nuit est en voie de disparition? Donc, je vais élargir un peu, pas seulement l'astronomie, même si on est au Festival d'astronomie. La nuit en général, parce qu'il y a d'autres effets, il y a d'autres phénomènes qui se passent la nuit que d'observer les étoiles, par exemple. Ça m'arrive d'enseigner, je fais de la recherche, ça m'arrive aussi d'enseigner des cours de physique, puis à l'occasion, je pose la question aux étudiants qui a déjà vu la Voie lactée. Puis, juste pour vous donner une idée de la réponse, du taux de réponse que j'ai, c'est à peu près sur un groupe de 30, disons 2-3 étudiants qui vont lever la main. Ça, c'est maintenant. Là, j'ai voulu qu'on fasse l'expérience aujourd'hui, ce soir. Qui a déjà vu la Voie lactée? Donc, tournez-vous un peu, puis regardez ce qui se passe. C'est
Je pense que vous n'êtes pas représentatif de la société. Hein? Bon, mais c'est intéressant qu'il y ait encore du monde qui s'intéresse à ça et qui ont eu la chance, en fait, de voir, parce que c'est une chance. Hein? C'est comme si on projetait ça sur d'autres phénomènes naturels. Je posais la question, est-ce que quelqu'un a déjà vu des fleurs, puis juste pour personne sur plan, qui lève la main, on serait peut-être, je pense qu'on serait inquiété quelque part. Donc, c'est ça qui se passe avec l'astronomie, avec les ciels étoilés. Alors, je commence la présentation avec une belle image. Là, je sais qu'ici, c'est un public particulier. Vous connaissez en général assez bien l'astronomie, je pense. Donc, ici, c'est une nébuleuse diffuse qui est une étoile, en fait, un nuage de gaz où des étoiles, par exemple, peuvent naître dans ce type d'objet-là. C'est principalement l'hydrogène. Les couleurs que vous voyez, souvent, on va dire c'est truqué. Non, c'est pas truqué. Ça dépend de la distance avec l'étoile qui émet beaucoup de lumière ultraviolet qui va exciter les atomes d'hydrogène qui sont là. Puis les différentes couleurs dépendent des niveaux d'énergie dans l'atome d'hydrogène. C'est un exemple. Je vous en donne un autre, une galaxie. Là, on parlait d'un objet de quelques années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance, allez, je fais des petits détours, parce que une distance parcourue par la lumière pendant un an. Donc, c'est une dizaine d'années-lumière. Ces objets-là, c'est pas très gros pour un astronome, c'est plutôt petit. Là, on parle d'une galaxie où on a plutôt 100 000 années-lumière en taille. Là-dedans, il y a à peu près 100 milliards d'étoiles comme notre Soleil. Ces objets-là, pourquoi je vous montre ça, c'est que ces objets-là, si on veut les voir, ben, il y a une condition initiale qu'il faut respecter, qu'il n'y ait pas de pollution lumineuse. Vous ne réussirez jamais à voir ça sous un ciel avec pollution lumineuse. Ici, à Mégantic, on est dans une situation un peu comme le public ici, c'est un public un peu particulier. Ben, le site ici est un peu particulier, parce que, comme vous le savez sans doute, c'est la première réserve de ciel étoilé au monde. Donc, c'est un endroit où on a décidé, je dis on, parce qu'il y a beaucoup de monde impliqué là-dedans. J'ai fait partie de cette initiative-là. Et l'idée, c'est de dire on va protéger un coin de territoire contre la pollution lumineuse pour protéger le ciel étoilé. Puis après ça, on s'est rendu compte qu'on protège aussi d'autres choses que le ciel étoilé, j'en parlerai plus tard. Alors, qu'est-ce que la pollution lumineuse? Donc, je vais essayer de faire un résumé très rapide. Pour commencer, avec quelque chose de très visuel, c'est la constellation d'Orion que vous voyez là. Les principales étoiles ont été reliées par des droites. Puis vous voyez en fait même une nébuleuse, la nébuleuse d'Orion qui est ici, qui est aussi un nuage d'hydrogène, un peu standard à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais deux conditions complètement différentes. Un ciel très sombre, très peu de pollution lumineuse. Puis ici, un ciel avec une pollution lumineuse modérée. Peut-être quelque chose comme on peut voir en périphérie de Sherbrooke, par exemple. Si vous habitez, je ne sais pas s'il y en a qui habitent à Montréal, mais ici dans la salle, donc vous verrez pas ça. Essayez même pas. Si vous êtes chanceux, vous allez voir peut-être 2 étoiles dans ce nuage-là. Alors, justement, Montréal. Donc, à quoi ça ressemble un ciel nocturne sous pollution lumineuse extrême? Là, je dis extrême, ben, il y a pire que ça, mais c'est quand même assez élevé. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les étoiles, j'en vois pas, c'est très, très difficile de voir les étoiles à Montréal, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe? On a la pollution lumineuse qui vient créer un masque par-dessus le ciel étoilé. Un autre exemple, là je vais à l'autre extrême, de Mont-Mégantic. Là, il y a des étoiles. Évidemment, le festival cette année tombe avec à peu près le premier quartier de lune, cette période-ci en tout cas. C'est moins propice pour voir autant d'étoiles. Vous avez peut-être remarqué que la Voie lactée est aussi contrastée. Sauf si vous avez des couches tard, vous allez jusqu'à 1h, 2h du matin, vous allez voir ça. Donc, OK, là, ça c'est une anecdote que je voulais vous présenter ici qui est très amusante. Si mon souvenir est bon, c'est en 2011, à Los Angeles, il y a eu une grosse panne d'électricité. Tous les lampadaires, en passant, c'est un trucage. Hein. Cette image-là n'est pas réelle, il y a personne qui, en tout cas, je n'ai pas vu de vraie image de l'événement. Mais c'est ce que les gens ont dû voir à peu près. Donc, Los Angeles est tombé dans une panne d'électricité, plus de lumière, tout à coup, les gens sont venus voir la Voie lactée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été, le 9-1 ont été inondés d'appels. Les gens étaient paniqués en disant il y a une traînée argentée dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? Ils avaient peur de ça. Donc, ça illustre en fait, là, je sais que s'il y a beaucoup d'astronomes amateurs, ça paraît ridicule, mais ça illustre à quel point le ciel, la nuit disparaît. On ne sait même plus qu'est-ce qu'il y a dans le ciel.
Un autre exemple qui illustre très bien, ici, c'est une animation faite avec des images prises par les astronautes de la station orbitale. Vous voyez ici les lumières nocturnes, on passe au-dessus de l'Espagne. C'est ceux qui ont déjà visité l'Espagne. Madrid est ici, Barcelone, un petit peu plus haut, on va l'avoir. Dans ce coin-là. Puis après ça, on a la France qui commence ça. Donc, j'ai montré l'Espagne. C'est pas au hasard, je fais presque tous mes travaux de recherche en Espagne. C'est pas parce que j'aime le vin espagnol. Ça arrive comme ça. Il y a beaucoup d'Espagnols qui font de la recherche de la pollution lumineuse, donc mes collègues sont souvent là. Puis en Espagne aussi, c'est un site qui a beaucoup de pollution lumineuse. Donc il y a un problème encore plus criant qu'ici en Amérique. Mais je pense comme on est parti, on va peut-être les rattraper assez rapidement. OK. Donc, trois points là, que je voulais illustrer, identifier pour qu'est-ce que la pollution lumineuse, finalement, quand est-ce que ça apparaît? En fait, il y a des puristes qui disent dès qu'on allume la lumière la nuit, c'est de la pollution lumineuse. Moi, je ne veux pas jusque-là. Je peux comprendre que parfois on a besoin de lumière, mais les éléments qu'il faut éviter, c'est trop de bleu. Vous avez sûrement entendu parler du problème de la lumière bleue. En fait, ça ne dit pas. Si vous pensez à du bleu, c'est rare qu'on voit une lumière bleue la nuit. Là, les gens s'éclairent pas souvent avec du bleu. Mais dans la lumière blanche, que vous pouvez voir assez facilement, il y a du bleu. Donc, si vous voyez du blanc, c'est qu'il y a du bleu. Fait que ça, c'est la lumière blanche, ça serait évité. Trop de lumière, ça, c'est le gros problème qu'on a. En général, les gens éclairent beaucoup trop, souvent 10 à 20 fois trop et plus. Et la lumière trop longtemps, en fait, pourquoi on éclaire, par exemple, quand on va dormir, notre entrée de maison, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a des moyens, en fait, pour éclairer moins longtemps et avoir le même résultat, finalement, au niveau de notre sécurité, de notre sentiment de sécurité, par exemple. La lumière au mauvais endroit, ça, c'est un autre élément qui est important, parce que souvent, on éclaire des endroits de personnes. Nous, par exemple, on va éclairer une route, mais on éclaire aussi tous les terrains autour de la route, à côté de la route. On n'a pas besoin d'éclairer au fond. Donc, c'est essentiellement les problèmes qu'on a avec la pollution lumineuse. Qu'est-ce que ça fait, la pollution lumineuse? Là, on a déjà parlé un petit peu d'astronomie. Je vais commencer avec ça. Ça, c'est un autre bel endroit. Là. Il y en a quelques-uns, de ça, les oasis de ciel étoilé. Il y en a plus beaucoup sur la planète. Mais ça, c'en est un, c'est à La Palma, aux îles Canaries. Le plus gros observatoire actuellement est sur ce site-là. Et donc, un site relativement peu pollué. Il y a quand même ici l'île voisine qui est Ténérife, qui est claire un petit peu, mais c'est à 125 km, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même pas si mal. Pourquoi ça dérange? Ben, on en a parlé déjà, ça fait un voile. Donc, les étoiles sont moins contrastées. Dans le fond, les astres sont plus difficiles à observer avec la pollution lumineuse. Alors, pourquoi c'est important? Ben, c'est pour la recherche scientifique, ça a une importance, mais c'est plus seulement ça. On en a parlé tout à l'heure aussi. Ça fait partie de la culture dans l'astronomie. C'est l'environnement aussi. Donc, on a le droit de voir l'environnement naturel. Puis, si on regarde l'histoire de l'humanité, ben, elle est jalonnée de découvertes en astronomie. Puis, c'était même au tout début de l'humanité quelque chose de fondamental. Donc, une culture qui est influencée par l'astronomie. Puis, on peut être inquiété du fait qu'on perd cet héritage culturel avec les gens. Un autre phénomène qui est assez important, puis on sort de l'astronomie, c'est les changements climatiques. Qu'est-ce que ça a à voir, en fait, avec la pollution lumineuse? Ben, pour éclairer, ça prend de l'énergie. Donc, si on prend de l'énergie, on pollue forcément. Ça, c'est un exemple. En fait, ce calcul-là a été fait pour les États-Unis. On parle de l'énergie qui est utilisée en trop, en suréclairage. Donc, je ne parle pas de la lumière bleue qui est correcte, qu'on a acceptée depuis longtemps. Je parle des lumières qui sont faites. Par exemple, votre lumière personnelle que vous laissez ouverte toute la nuit. Bon, ça, c'est du suréclairage. Fait que si on comptabilise cet éclairage-là, ça fait à peu près 40 $ que chaque citoyen américain dépense par année. Puis, quand on fait un petit calcul, on se rend compte que c'est à peu près 100 watts d'énergie. Donc, une ampoule de 100 watts ouverte sans arrêt, autrement dit. Puis, pour allumer ça, ben, ça vous prend une tonne de charbon par année. Donc, faites le calcul, 300 millions d'Américains, 300 millions de tonnes de charbon pour rien. OK? Ça ne sert à rien. Ça, c'est un problème. Un autre problème qui a été identifié depuis plusieurs années, celui-là, c'est le problème avec la faune, la flore, notamment avec les insectes aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs espèces animales, des espèces vivantes, parce que les plantes aussi, qui
sont affectés en fait par la lumière nocturne. Il faut voir que les organismes biologiques ont évolué avec un cycle journée, le cycle naturel. Donc, beaucoup de lumière, pas du tout de lumière ou presque. Puis nous, avec l'éclairage artificiel, depuis une centaine d'années, on vient éroder ce cycle-là, allonger la journée. Puis on se rend compte que ça a des effets sur plusieurs espèces. Un exemple classique, c'est les tortues de mer qui vont. Qu'est-ce qu'ils font, dans le fond, c'est que lorsque les tortues sortent de la terre, lorsqu'ils sortent des œufs, dans le fond, ils sortent de la terre, ils sont sur la plage souvent, puis ils vont se diriger vers la mer. Puis pour se diriger, on se rend compte qu'ils s'orientent avec la lumière des étoiles, la réflexion sur l'océan. Donc, lorsqu'on a des lampadaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tourner autour des lampadaires. Un peu comme des insectes qui tournent autour d'un lampadaire la nuit, ils vont faire la même chose. Et souvent, ils vont s'épuiser, mourir là, soit de fatigue, ou les goélands qui sont un peu futés. Ils se tiennent dans les parages et en profitent. Okay? Donc, c'est une espèce qui est menacée, puis c'est entre autres à cause de ça. Les oiseaux migrateurs, maintenant, on sait qu'ils se dirigent aussi avec les étoiles. Donc, quand ils passent au-dessus des villes, des grosses villes, ils sont complètement perdus, ils vont tourner encore autour des villes. L'exemple classique, je n'ai pas la vidéo ici, mais lorsqu'il y a eu le World Trade Center, il y a mis des cartes, vous avez, je pense que c'est plus que 4, mais plusieurs projecteurs vers le haut. Vous avez sûrement vu ces images-là. Les oiseaux, au début de l'installation, tournaient autour, puis ils mouraient de fatigue. Si vous regardez sur Internet, vous amuserez à chercher sur YouTube, vous allez voir, tout de suite après l'installation, il y a beaucoup d'oiseaux, puis un an plus tard, il n'y en a plus du tout. Donc, ce n'est pas parce que les plants sont moins attrayants, c'est vraiment une baisse de population majeure. Puis, un élément très, très préoccupant, c'est les insectes. Parce que les insectes sont à la base de la chaîne alimentaire. C'est sûr que quand on se fait piquer, on n'est pas content, là. Mais les insectes sont très importants. Puis, il y a plusieurs études qui ont montré, par exemple, qu'un lampadaire typique va tuer à peu près 150 insectes par nuit. Donc, faites le calcul sur une ville qui a 20 000 lampadaires, quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup d'insectes aussi. Puis, on termine avec la santé. En fait, j'ai d'autres points, mais je vais passer plus rapidement sur les autres. Pourquoi je parle de la santé? Parce que maintenant, c'est rendu un peu le gros problème qu'on a. On s'est rendu compte assez récemment que la pollution lumineuse a un effet sur certains problèmes de santé. Et là, on parle maintenant, j'ai participé d'ailleurs à une étude qui a montré que sur certains cancers, entre autres, on a un effet très fort. Par exemple, 2 fois plus de cancer lorsqu'on vit dans un environnement avec pollution lumineuse. Donc, il y a d'autres effets connus, la fatigue, le stress, réduction de productivité, par exemple, dans les usines. Ça a plus été fait avec des travailleurs de nuit. L'obésité, c'est pas clair encore. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait peut-être un lien. Nous, on l'a vérifié, puis on n'a aucun lien. Je ne suis pas convaincu. La dépression, le diabète, etc. Il y a plusieurs autres maladies qu'on suspecte d'être reliées. Il y a aussi un enjeu de sécurité, mais tout ce que je dirais là-dessus, c'est que souvent on déclare pour cette raison-là, on a peur ou on veut augmenter la sécurité. Puis, il y a pas mal de gens qui ont fait des études là-dessus, voir est-ce que c'est vrai. Puis, en fait, parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Donc, il n'y a rien de clair qui démontre qu'en éclairant, on augmente la sécurité. Un exemple de contre-exemple où ça ne fonctionne pas, vous augmentez l'éclairage d'une route, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont rouler à plus haute vitesse, le nombre d'accidents va augmenter. Donc, il y a des trucs qui sont contre-intuitifs dans ce domaine-là. Je connais un chercheur en Angleterre qui travaille là-dessus, puis il m'a confirmé que jusqu'à maintenant, puis c'est un statisticien en plus, il a dit non, on ne peut rien dire, est-ce que ça augmente ou ça diminue la sécurité en général? Non. Dans certains cas spécifiques, on peut le montrer, mais en général, non. Puis, bon, pour terminer, c'est l'effet sur le tourisme. En fait, vous êtes ici, en fait, vous êtes une preuve vivante que le fait de ne pas avoir de pollution lumineuse peut générer une certaine activité économique. C'est arrivé en France, entre autres, une anecdote qui est arrivée, on a publié cette carte. Là, vous voyez un endroit très sombre ici. En fait, la carte était fausse, là. Il y avait une erreur de calcul dans le logiciel qui avait été utilisé. Peu importe, dans cette région-là, les hôtels ont été réservés pendant de nombreux mois parce que tout le monde voulait aller voir les étoiles dans cette région-là. Donc, on voit qu'il y a un lien aussi avec l'activité économique. Là, je vous montre un peu l'évolution de la pollution lumineuse. Ici, on est en 1950. Ce que vous voyez là, c'est une carte colorée. En fait, c'est une modélisation de la pollution lumineuse. Donc, on reproduit ce qu'était la pollution lumineuse à cette époque-là à partir de la connaissance du nombre de lampadaires qui étaient installés, si on veut.
Puis, je vais faire passer le temps un petit peu, donc les années 70, c'est mieux que je revienne en arrière juste pour qu'on voit la différence. Ça fait longtemps de ça, là. On arrive dans les années 2000. Puis une projection, tant qu'à faire, on s'en doute en science. Alors en 2025, ça devrait ressembler à ça. Là, il y a des gens, il y a quelques années, puis là, je rajoute une petite question. En fait, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez sûrement entendu parler des éclairages ADEL, il y en a de plus en plus. Puis les gens qui installent ça, puis convaincent vos mères d'installer ça, un des arguments qu'ils vont avancer, c'est que ça réduit la pollution lumineuse. Pourquoi? C'est pas totalement faux ce qu'ils disent. C'est un peu faux. Pourquoi? Parce que, en fait, les lumières d'air, en général, sont assez bien concentrées sur la Lune. Donc, on n'éclaire pas les terrains autour. Ça permet de baisser le niveau d'éclairage en ayant le même effet sur la Lune. C'est l'avantage des LED. Si on tient compte de cet avantage-là, pourquoi c'est intéressant que la pollution lumineuse? Ben, si vous coupez de moitié la quantité de lumière, forcément, les deux font moins de pollution lumineuse. C'est logique. Okay. Mais, là, il y a plusieurs mais. Je vais en nommer juste un. Parce qu'on va en reparler plus tard, je vais revenir là-dessus. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ça coûte 2 fois moins cher. Les gens sont super contents. Les gens, les privés, comme les villes aussi. Qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Ils en mettent plus que 2 fois plus. Et ça, ce que je vous dis là, c'était une intuition à moi jusqu'à il y a quelques mois. J'ai des collègues qui ont fait une étude avec les images satellites. On a jusqu'à date 6 ans de données. Puis on voit une augmentation systématique depuis l'installation des LED de 2% de pollution lumineuse par an. C'est quand même beaucoup. Et attention, le satellite qui a été utilisé ne voit pas la lumière bleue. Il est aveugle. On sait que les LED éclairent beaucoup dans le bleu. Autrement dit, le 2%, c'est probablement 4. On ne va pas le estimer parce que notre appareil ne permet pas de faire cette mesure-là pour l'instant. Mais je reviendrai plus tard, il y a d'autres effets importants. Donc, la pollution lumineuse se découpe en 2 composantes. La première, c'est ce qu'on appelle la composante, la pollution lumineuse indirecte. Donc, c'est celle qui va monter vers le ciel, qui va frapper des particules et revenir vers le sol. Ça, c'est celle qui agace les astronomes en général. OK? Mais l'autre, qui est la directe, elle va aller directement au sol. Donc, elle va avoir plus des effets sur l'environnement naturel, par exemple, ou encore sur les humains, la santé des humains, c'est elle qu'il faut surveiller. Donc, moi, pendant à peu près 10 ans, là, dans le temps, Philippe, je ne sais pas si c'est encore là, ouais, quand j'étais avec Philippe, on s'intéressait seulement à ce côté-là. Puis depuis à peu près 5 ans, j'ai commencé à travailler sur celle-là, parce que là, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des gens qui allaient être malades à cause de ça, ou mourir même. Donc, on a mis un peu d'emphase là-dessus dans nos recherches. Alors, il y a plusieurs facteurs qui influencent la pollution lumineuse. La façon d'éclairer. Est-ce qu'on éclaire vers le ciel? Est-ce qu'on éclaire vers le sol, au bon endroit? Ça, c'est une première chose. L'autre chose qui va affecter, c'est comment le sol va réfléchir la lumière. Évidemment, au Québec, on a une situation un peu particulière. Il y a plusieurs mois dans l'année, on a de la neige qui réfléchit presque 100% de la lumière. Donc, on s'attend à avoir plus de pollution lumineuse l'hiver que l'été, hein, pour cette raison-là. Bon, maintenant, c'est pas que la plupart des pays n'ont pas ce problème-là. Peut-être. On n'a pas un gros contrôle non plus là-dessus, mais j'ai vu il y a quelques mois une ville aux États-Unis qui avait peint l'asphalte en blanc pour éviter les îlots de chaleur, ce qui est une bonne idée en partant. Sauf qu'il aurait peut-être fallu baisser l'intensité de lumière au moins 10 fois moins que ce que c'était avant. Parce que là, si on met les routes blanches, là, la lumière va monter vers le ciel à 100%. C'est pas une très bonne idée. Un autre facteur qui est incroyable, ça, on a trouvé ça à Sherbrooke avec nos recherches, c'est l'effet du masquage. Par exemple, vous avez un bon exemple ici d'obstacle qui se situe à proximité de lumière. Lorsqu'on a un obstacle comme ça, évidemment, la lumière est bloquée en bonne partie. Ça a un effet très important de réduire la pollution lumineuse. Puis, à venir jusqu'à nos travaux, il y a quelques années, on ne considérait même pas cet aspect-là. Donc, on pensait que la lumière, par exemple, un lampadaire à Sherbrooke, éclairerait le long mégantic, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a toujours un arbre ou une maison qui peut bloquer la lumière directe. Okay? Donc ça, maintenant, on s'est rendu compte que ça réduit juste le fait de mettre des obstacles. Autrement dit, une façon simple d'utiliser ce phénomène-là, c'est de baisser la hauteur des lampadaires. Si vous les mettez plus bas que les maisons, automatiquement, vous avez un obstacle qui bloque. Puis ça réduit 5 fois moins de pollution lumineuse. Très efficace. En fait, c'est un des moyens les plus efficaces.
Un autre facteur qui est très important, puis ça c'est aussi notre groupe à Sherbrooke, on a réussi à identifier ça assez clairement, c'est la couleur de la lumière. Vous savez que la lumière est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On parle de lumière visible. Donc je prends une lumière blanche ici, je la décompose dans un prisme, on a toutes les couleurs. Puis ici, on représente ça sur un graphique, ça donne quelque chose comme ça. Ce que vous avez ici, c'est la couleur. Bon, on appelle ça, nous, en lévicien, là, on a des mots compliqués, la longueur d'onde. Ici, vous avez le rouge, très grande longueur d'onde, courte longueur d'onde, on est plus dans le bleu, violet. Puis, ce que vous voyez ici, c'est comment les particules de l'atmosphère réussissent à dévier la lumière. On appelle ça la diffusion, ça, diffusion atmosphérique. Donc, vous voyez, autrement dit, quand c'est haut, ça veut dire que ça dévie la lumière très efficacement. Puis quand c'est bas, ça ne dévie pas très efficacement. Autrement dit, l'atmosphère a tendance à amplifier la diffusion de la lumière étant bleue. Ce n'est pas un hasard, c'est pour ça que le ciel est bleu, hein, le jour. Alors, on peut projeter la même chose la nuit. Si vous mettez un lampadaire blanc, comme le soleil est blanc à peu près, qu'est-ce qui va arriver au ciel? Il va être bleu. Donc, on va prendre la partie blanche de la lumière du lampadaire qui va se diffuser très efficacement dans l'atmosphère. Évidemment, votre œil ne le voit pas parce que l'intensité, la nuit, tous les chats sont gris, vous ne voyez pas les couleurs la nuit, mais si on prend une caméra, on va voir qu'il y a de blanc bleu dans le ciel. Donc, je reprends un peu la même figure. Ici, vous avez la courbe de l'atmosphère de diffusion. Okay. Puis, je mets une autre courbe en bleu ici qui représente la suppression de mélatonine. Donc, c'est quoi cette bouillette-là? La suppression de mélatonine, c'est en fait la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, grosso modo. Lorsque vous avez de l'éclairage qui rentre dans vos yeux, ça peut être avec les yeux fermés en passant, là, dès qu'il y a de la lumière qui rentre sur votre rétine, il y a possiblement suppression de mélatonine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête de produire cette hormone-là. Puis quand on arrête de produire cette hormone-là, on a de l'énergie, on est réveillé. Si on a de la mélatonine, on est comme ça, hein, qui s'endort. Donc, le truc qui est intéressant à voir, c'est que c'est dans le bleu que c'est plus efficace. Donc, si on veut réveiller quelqu'un, l'éclair en bleu, là, ça va être. D'ailleurs, les policiers de la Ville de Québec ont fait des projets pilotes comme ça, ils mettaient une petite lettre, tout ça, comme on a sur nos appareils, nos ordinateurs, dans le tableau de bord. Et ils ont démontré, les collègues de Québec qui ont montré que c'est plus efficace que le café pour réveiller les policiers. Donc, ça vous donne un exemple. C'était une toute petite lumière, pas beaucoup d'éclairage là-dedans. Donc, on voit ça. Donc, le bleu est très important. Alors que dans le rouge, pas d'effet. Alors là, la question piège, quelle sera la couleur de la veilleuse dans la chambre de vos enfants, si vous en avez? Oh, bravo! OK. Pourquoi c'est grave? Pourquoi on dort moins bien? Ça, c'est le premier effet. Mais on se rend compte qu'à long terme, il y a des effets sur la santé. Puis pas des petits effets, comme je disais tout à l'heure, on reviendra encore là-dessus. Je ne vais pas tout de suite. Je vous montre un peu maintenant, ça en passant, cette courbe-là, on appelle ça un spectre. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. Donc, un spectre, ça représente où est la lumière, à quelle couleur est la lumière de notre source de lumière. Ça, c'est un lampadaire au sodium. C'est un éclairage relativement jaunâtre. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose dans le bleu ni dans le vert. Le vert est à peu près ici, là. Mais il y a beaucoup de rouge. Ça, c'est ce qu'on avait partout au Québec. Même je vais être partout au monde, presque. Maintenant, les DEL sont enlevés. Là, les gens se sont dit, waouh, les DEL ont économisé de l'énergie, comme tout à l'heure, on va mettre ça. Qu'est-ce qu'on voit? Le spectre d'une DEL. Alors, vous voyez qu'il y a une énorme différence. Je vais aller en arrière. Là, il y a un petit conflit ici, là. Il y a des collisions qui se font. Là. On a un pic bleu dans la DEL qu'on ne voit pas à l'œil. Hein. Pour nous, c'est blanc, ça. Et quand on prend un spectromètre, on voit clairement qu'il y a du bleu ici. Puis, malheureusement pour nous, il coïncide avec le maximum de la mélatonine. Autrement dit, les DEL, si vous voulez vous réveiller, super. Et si vous mettez ça dans les rues pour la nuit, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, ou comme veilleuse, si vous allez dans les grandes surfaces, maintenant la plupart des veilleuses utilisent ce type de lumière-là. Il y a un petit problème à ce niveau-là. Donc, c'est à éviter. Heureusement, il y a des gens qui ont pensé à faire des DEL un peu plus intéressantes. Puis ici, à Sherbrooke, au Mont-Mégantic, dans toute la réserve de ciel étoilé, on en a beaucoup. C'est ce qu'on appelle des PCA. Ils sont presque orangés. Vous en avez peut-être vu des lampadaires. Il y en a autour d'ici, là, autour de la montagne. Ces lampadaires-là, au fond,
Si on voit leur spectre, c'est génial. On a du jaune, pratiquement pas de bleu. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est qu'on a encore l'efficacité énergétique. Un petit peu moins que le DEL blanc, là, mais chaque année, on se rapproche de l'efficacité du DEL blanc. C'est une question de temps. Pour l'instant, on a peut-être juste un 10% de différence entre les deux. Ce n'est pas très, très important. OK. Là, je quitte un peu la définition de la pollution lumineuse, c'est les facteurs qui l'influencent. Puis on va parler un peu de mes recherches, dans le sens que si, moi, à l'époque, je voulais étudier la pollution lumineuse, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, pour étudier quelque chose, il faut commencer par le mesurer. Ça, c'est la première étape. Donc, on a développé à Sherbrooke des appareils, différentes versions, mais celui-là, c'est la dernière version du spectromètre, qu'on a appelé le spectromètre 100, qui servait justement à détecter la pollution lumineuse. Regardez le petit tableau qu'il y a là. Vous allez voir, en fait, des niveaux d'éclairage de différents phénomènes. C'est en anglais, désolé, là. Mais si vous allez en plein jour, au soleil, vous avez à peu près 100 000 lux. Nous, ce qu'on voulait détecter, c'est 1 millième de lux. Donc, il y a un facteur 100 millions entre les deux. Ce qui a fait qu'on a travaillé quelques années pour mesurer ce genre de truc-là, qui est très, très faible, au fond. En fait, c'est plus faible que mesurer les étoiles. Parce que c'est le bruit de fond en arrière, qui est plutôt étendu. Là, juste avant de passer à autre chose, je vais vous montrer un autre. Lorsque vous regardez l'éclairage extérieur, ce qui rentre dans votre maison des lampadaires, c'est à peu près 1 lux. Donc, on a quand même à peu près 100 000, un facteur de 100 000. C'est pas beaucoup de lumière, mais ça, maintenant, on sait que ça vous donne le cancer. Okay? Donc, le spectromètre. Puis récemment, je vous donne 2 exemples de spectres qu'on a pris avec notre appareil. Ça, c'est dans un endroit relativement sombre, aux îles Canaries. Puis ça, c'est à Los Angeles. Donc, ceux qui sont habitués de voir des graphiques comme ça, ici, j'ai 1 millionième, alors qu'ici, j'ai, on ne le voit plus, mais c'est à peu près un 100 millionième. Donc, entre les deux, il y a un facteur 100 fois. Autrement dit, à Los Angeles, il y a 100 fois plus de pollution lumineuse qu'à Tenerife. Ici, à Mégantic, on est un peu plus bas que ça. Donc, peut-être 3 ou 4 fois moins que ça. Plus récemment, et ça, je dirais très récemment, en fait, ça fait même pas 1 an, on a des amis, un appareil ici qui a pour mission, en fait, de mesurer la lumière intrusive, donc la pollution lumineuse directe, celle qui risque d'avoir un effet sur la santé, sur l'environnement. Puis ce que vous avez là, en fait, c'est un peu le squelette de l'appareil. On l'a appelé LAMP-Cube, Light at Night, c'est pour lampe. Et au cube, pourquoi? Parce que c'est un cube. On a mis des détecteurs sur toutes les faces, donc on arrive avec le cube, on place un endroit, on connaît la composition de la lumière dans toutes les directions et dans toutes les couleurs. C'est le but de cet appareil-là, c'est vraiment principalement de l'utiliser pour étudier les effets de la pollution lumineuse sur la santé. Donc c'est un système un peu complexe, là, mais sans aller dans les détails. On s'amusait à l'utiliser dans un contexte réel, récemment, à Barcelone. Puis ce que vous voyez là, c'est deux de mes assistants qui ont au bout d'une tige télescopique le fameux appareil. Et pourquoi on faisait ça? C'est qu'on avait une étude de santé dans cette région-là, justement sur certains cancers, le cancer du sein, le cancer de la prostate. On connaissait la résidence des gens qui ont eu les maladies en question. Donc, ce qu'on est allé faire, c'est de mesurer la pollution lumineuse à leur résidence. On mesurait au premier étage et au deuxième étage, c'est pour ça que le bâtiment était télescopique. Évidemment, les gens, il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues à cette heure-là, mais ceux qui le voyaient se posaient vraiment des questions. Qu'est-ce qu'on pouvait bien faire? Ce printemps, je suis retourné en Europe, cette fois-ci dans 2 autres villes, en fait Lyon et Toulouse. Pourquoi ces villes-là? Parce qu'on a aussi à ces endroits-là beaucoup de données de santé sur les populations. Donc, le même appareil que je vous ai montré était placé sur le toit de mon auto. Puis, pendant plusieurs mois, on a sillonné les villes en question. Ça, c'est Lyon en passant. Et vous voyez le nombre de points de mesure qu'on peut avoir en quelques lignes. En fait, c'est 4000 ici. Donc, pourquoi on fait ça? En fait, là, on cartographie la pollution lumineuse dans ces villes-là. Puis, on a aussi des cartes de problèmes de santé dans les mêmes villes. Donc, après ça, on essaie de faire des corrélations entre les deux pour voir est-ce qu'on peut établir un lien, en tout cas au moins statistique, entre les deux. Ces données-là ne sont pas encore traitées. Il y a un étudiant de maîtrise qui devrait commencer à travailler avec moi bientôt. Pour l'instant, ils sont sur un disque dur.
Donc, un autre outil qu'on a développé, c'est un modèle, tout à l'heure, tu en as parlé, Philippe, qui est un modèle, c'est quoi? En fait, c'est un programme informatique qui reproduit la physique, la réalité, en fait, le plus fidèlement possible. Le meilleur exemple de ça, c'est un modèle météo. Bon, vous voyez que ça ne marche pas tout le temps parfaitement, mais il y a des défauts au modèle aussi. Donc, le but c'est, il y a plusieurs buts, en fait, à ce type d'objet-là. Premièrement, c'est de prédire qu'est-ce qui va se passer si on fait un changement. Par exemple, au monde médiatique, ici, les lampadaires ont été changés en 2006, dans ce coin-là. Mais avant de faire ça, on peut mettre ça dans le modèle, faire tourner des ordinateurs, ça ne coûte pas trop cher, ça. On regarde, ça va être quoi le changement de pollution lumineuse que ça va donner? Ça vaut-tu la peine de mettre 1 million là-dedans? Okay, c'est le genre de trucs qu'on peut faire. L'autre utilité du modèle, c'est de comprendre le phénomène. Qu'est-ce que ça change, par exemple, si j'ai des obstacles, comme j'ai mentionné tout à l'heure? Si je mets les arbres en chemin de l'aviation, ça ne change pas sur le niveau de pollution d'eau. On peut faire ça avec un modèle. Donc, on réussit à comprendre ce phénomène-là, qui est finalement assez complexe. On réussit à le comprendre en calculant sur l'ordinateur. Le problème de notre modèle, c'est qu'il calcule pas mal de choses. Et ça prend un gros ordinateur. C'est un problème, mais on a la solution à l'Université de Sherbrooke. En fait, cet ordinateur-là va bientôt être démantelé, mais on avait accès à un ordinateur, un super ordinateur. Donc, ce que vous voyez là, c'est des armoires. Dans chacune, il y a à peu près une cinquantaine d'ordinateurs. Toutes ces armoires-là ensemble travaillent à résoudre notre problème. Donc, ça peut prendre des fois une semaine de calcul, mais si on mettait ça sur votre ordinateur personnel, ça serait 70 à 100 ans. Donc, tout ça pour savoir si les obstacles ont un effet important. Mais là, on ne regarde pas juste les obstacles, on regarde toutes sortes de paramètres. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on étudie le phénomène. Une fois qu'on le comprend bien théoriquement, ça c'est de la théorie, mais là, on va aller sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Un autre outil qu'on a mis au point qui, finalement, s'est révélé très, très utile je parle dans toutes sortes de disciplines, en fait, pas sûr que c'est en astronomie, c'est un indice de pollution lumineuse. Donc, c'est probablement l'article le plus important que j'ai publié dans ma carrière. Avec cet indice-là, ce que ça nous dit, dans le fond, on a réussi à faire une classification des lumières. Cette lumière-là va avoir quel effet sur le ciel étoilé par rapport à telle autre? En gros, c'est ça. Cette lumière-là va avoir quel effet sur la santé des humains par rapport à telle autre lumière. Si vous voulez, là je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps de toute façon, mais vous pouvez, je vais vous montrer par exemple deux exemples avec le sodium, okay, puis un DEL. Donc vous voyez que ça c'est pour le ciel étoilé. Vous voyez l'indice chuter de plus de 2 fois. Donc ça veut dire que si on place un sodium, on réduit à peu près 2,5 fois là, la pollution lumineuse par rapport à un DEL. Mais si on place un DEL en bris, bien là, encore, c'est pas mal intéressant. On passe à 66% de ce qu'on aurait avec le sodium. Donc, 66, c'est 2 tiers, 3,5, multiplié par 250%, on commence à avoir un gros effet. Là. Si on passe d'un DEL blanc à un DEL en bris. Même type de phénomène arrive avec la santé, sauf que là, c'est encore plus marqué. Vous voyez que 400% au lieu de 250, c'est encore plus fort pour la santé climatique. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a un site web où vous pouvez accéder à une banque de luminaires. Les luminaires que vous trouvez dans les grandes surfaces, et si vous avez une ampoule chez vous, vous avez encore l'emballage, vous pouvez aller voir là, et vous allez pouvoir identifier cet indice qui représente, dans ce cas-ci, l'effet sur le ciel étoilé. MSI, par exemple, c'est l'effet sur la santé. Tout est expliqué sur le site, là, vous pouvez aller voir. L'adresse est ici. Bon, maintenant, là, on passe aux choses concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la pollution lumineuse? Donc, il y a plusieurs facteurs sur lesquels on peut travailler. J'ai identifié les 6 ici. Contrôler la période, la durée de l'éclairage. On peut réduire la quantité de lumière. On peut favoriser le jaune, là, vous comprenez pourquoi maintenant. On peut tirer profit des obstacles. On peut éliminer la lumière vers le haut. Ça, c'est évident. Hein? Puis on peut choisir des luminaires qui éclairent seulement la section du territoire qu'on veut éclairer. C'est bien beau tout ça, on connaît les six moyens de réduire, mais c'est quoi le plus efficace? Donc ça, c'est une étude que nous, on a faite. On s'est amusé à regarder avec notre modèle, puis avec les indices dont j'ai parlé brièvement. Puis on a mis ça, en fait, dans un tableau, pour que les gens puissent l'utiliser.
Ici, en fait, c'est chacun de ces paramètres-là, quelle est son efficacité. En fait, ici, la première position, deuxième, troisième, c'est les plus efficaces dans l'ordre. Donc, utilisez le détecteur de mouvement. Là, je vous dis ça parce que tout le monde peut le faire chez vous. Vous aimez avoir une lumière en rentrant à la maison, mettez-vous un détecteur de mouvement. Vous allez avoir toute la lumière que vous voulez, mais la lumière va être ouverte peut-être juste 1 millième du temps. Donc, on vient de chuter la position de mesure. Elle va être réduite énormément par ce genre de mesure-là. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de remplacer les lumières qui éclairent vers le haut par celles qui n'éclairent pas vers le haut. Concrètement, chez nous, on peut mettre un abat-jour. Okay. C'est assez facile. On peut placer des obstacles plus hauts que notre éclairage, ça j'en ai parlé tout à l'heure, mais regardez l'effet, 5 fois moins de pollution lumineuse, encore 5 fois moins. Si vous mettez en place juste ces deux moyens-là, vous avez 25, à peu près 20 fois moins de pollution lumineuse, grosso modo, en faisant ça. Ensuite, il y a la couleur. Évidemment, c'est un facteur assez important aussi. Puis, on peut continuer après en réduisant la puissance des lampes. Si vous avez une 100 watts, mettez une 60. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Ça, c'est pour le ciel étoilé, ce que je vais montrer. Pour la santé, c'est un peu similaire. Sauf que, en fait, vous voyez, la seule différence, c'est qu'ici, au niveau de la couleur, c'est plus efficace d'y aller. En tout cas, c'est plus important, je devrais dire, de changer la couleur pour la santé que pour le ciel étoilé. Quelques exemples de changements qui ont été faits dans le cadre de la réserve de ciel étoilé. Là, je vois le temps qui passe, il me reste plus beaucoup de temps. Il faudrait que j'accélère. Donc, juste pour vous montrer, en fait, ça, c'est un stationnement à l'Université de Sherbrooke. Les lampadaires ont été changés pour plus éclairer vers le haut. Vous voyez, l'effet est quand même assez intéressant. Par exemple, on éclaire plus ici sur le territoire à côté. Donc, ça permet de réduire la quantité de lumière facilement. Ça, c'est au campus de l'Université de Choc, où on a remplacé des dalles blanches par des dalles ambrées. Donc, grosso modo, on a 13 de pollution lumineuse de ce qu'on avait avant en fait, ce changement-là. Oh, ça, c'est un effet collatéral intéressant. Maintenant, à l'Université de Choc, vous pouvez voir la molécule, ce qui n'était pas le cas avant. Quand même intéressant. Bon, mais là, on a un problème de couleur. J'en ai parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour détecter les belles blanches? C'est amusant, les astronautes prennent des photos des villes la nuit. C'est amusant de faire ça. Donc, avec des collègues, on s'est dit, peut-être qu'on peut faire de la science avec ces belles images. Ça, c'est un exemple, en fait, de la même ville, mais à deux périodes différentes. Donc, en 2015, puis ici en 2012, c'est Milan, en Italie. Vous voyez que les belles ont été mises presque dans toute la ville. Ici, c'était du sodium, et on est passé au belles. Donc, on est capable, avec ce genre d'image-là, de détecter le changement de couleur de l'éclairage. Ça, c'est une image de Montréal. Je zoome sur quelques points clés. Vous voyez ici le complexe des jardins. Je ne sais pas pourquoi le complexe des jardins est autant éclairé en vert. On a le stade olympique, lui change de couleur, mais quand la photo a été prise, il était bleu. Donc, vous voyez ici le stade, la tour du stade. Donc, ça vous montre juste qu'avec les satellites, avec les images venues de l'espace, on est capable de voir la couleur. Le problème, c'est que les astronautes, moi j'ai essayé de contacter l'astronaute qui va monter bientôt dans l'espace pour lui demander de prendre des photos des villes, mais je n'avais même pas à le contacter, ce type-là. Donc, c'est difficile de demander une photo à un astronaute. Donc, une solution sur laquelle je travaille en ce moment, c'est de lancer des ballons dans l'atmosphère pour faire la même chose. Donc, on met une caméra sur un ballon, on prend des photos. Bon, on a des photos de la ville qu'on veut au moment qu'on veut. Ça, c'est un test qui a été fait avec les étudiants du Cégep. On a fait ça 2 jours, par exemple. On a envoyé un ballon presque dans l'espace. Je passe très vite parce que j'ai pris trop de temps au début. Il y a quelques mois, bon, ça fait quelques années maintenant, en fait, où j'ai réussi, grâce à un collègue du Centre d'astrophysique du Québec, à rencontrer le maire de Montréal, qui avait un projet à la Ville de Montréal de mettre des lampadaires d'ailes blancs partout. Et puis j'étais très préoccupé de ça, puis finalement j'ai réussi à rencontrer M. Collard à l'époque. Ça n'a pas été facile, on a réussi. Et j'ai réussi en plus à le convaincre de ne pas mettre des ailes blancs aussi bleues comme c'était supposé. Donc je lui ai fait dire des choses, mais c'est à peu près ce qu'il m'a dit. Il faut écouter la science. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai travaillé fort pour aller jusque-là, ça a l'air de rien, ça a été un gros travail. Pourquoi j'ai fait ça? Je me suis dit, si j'ai réussi à convaincre Montréal, les petites villes du Québec vont embarquer pour emboîter le pas. Donc c'était ça mon idée. Le truc amusant, ça m'a fait vraiment plaisir. Le lendemain, regardez ce qui s'est passé dans les médias. Donc la Ville de Québec a fait pareil, c'est une seule compétition des deux villes. Je
termine ma présentation avec cet article-là, que je suis très fier, en fait, d'avoir participé à cette étude-là. Vous voyez que je ne suis pas le seul, on est à quelque part ici. Donc, on est plusieurs à avoir travaillé sur ça, mais c'est la fameuse étude à Barcelone, où ce qu'on a découvert, en fait, c'est que sur à peu près 20 000 personnes qui ont été suivies pendant plusieurs décennies, autour de 40 ans, on connaît leur profil de santé complet, compris où est-ce qu'ils ont travaillé, avec quels produits chimiques ils ont été en contact au travail, etc. Nous, ce qu'on a fait, en fait, de plus, c'est qu'on s'est dit, on a des images prises par des astronautes, on a la couleur. Voyons voir s'il y a un lien entre la couleur des lampadaires dans la rue, en face des résidences, et, dans ce cas-là, 2 maladies, cancer du sein, cancer de la prostate. Pourquoi on a choisi ces deux-là? C'est que on sait que c'est des cancers qui ont un lien avec les hormones. Et on sait que la mélatonine, c'est le chef d'orchestre des hormones, donc on s'est dit peut-être qu'en effet, il y avait déjà des indications que oui, là. Donc, on voulait faire une vérification assez solide de ça. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, pour la prostate, on a 2 fois plus de cancer de prostate pour les gens qui ont des éclairages blancs devant leur maison. Et ce qui est fou là-dedans, c'est qu'en Espagne, ceux qui sont déjà allés ont sûrement vu ça, il y a des stores très opaques. Par rapport à ce qu'on a ici, là, ça n'a rien à voir. Donc, dans une chambre espagnole, il fait noir en général. Très, très noir. Donc, malgré ce faible niveau d'éclairage-là, on a vu c'est 2 fois plus de cas de cancer qu'en la lumière blanche. Pour le cancer du sein, les femmes sont chanceuses un peu. C'est un peu moins fort, mais c'est quand même 1,5 fois, donc 50% de plus. C'est quand même assez important. Là, depuis ce temps-là, je vous donne un scoop parce qu'on n'a pas encore publié, mais on a regardé le cancer colorectal, exactement le même effet. On a regardé l'obésité, aucun effet du tout. Donc, c'est pas pour ça qu'on prend du ventre. Il y en a qui disaient ça, mais ce n'est pas le cas, apparemment. Donc voilà, ça termine ma présentation. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, on a le temps rapidement, disons, pour les 2 questions. Alors, on va faire celle-ci. Moi, j'ai mis le système de lumière dans mon sous-sol. J'ai voulu me mettre des belles 2700. Okay. Ils sont difficiles à trouver. Pourquoi? Moi, tout ce qu'ils me vendent, c'est du 4000 puis du 5000. Pourquoi c'est difficile? Là. J'étais chez Canac. Ouais. J'en trouvais pas où ils coûtent 2-3 fois plus cher. Pourquoi? Oui. Bien ça, j'ai une explication, mais je ne suis pas sûr d'avoir la vérité. Je vais avancer une hypothèse. Oui. C'est que les premières DEL qui ont été développées, c'est des DEL blanches à très haute température de couleur, donc 5000, 4000 ensuite. Mais pourquoi c'était ça? Parce que c'était les DEL les plus efficaces qu'on réussissait à faire. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les chaînes de production ont été faites pour ce type de lumière-là dès le départ. Donc, moi, je pense, ma lecture, c'est que les industriels veulent juste faire plus d'argent. Puis, oui, parce que là, toute la chaîne est faite, les usines sont là. Mais tranquillement, bien, si vous le demandez, il faut le faire, il faut le demander, ça va être de plus en plus disponible. Les DEL en brie, je donne l'exemple, ici au Mont-Mégantic, puis là, l'Astrolabe on travaille très fort là-dessus. Les DEL en brie, toutes les entreprises qui font les DEL, pas juste au Québec, là, les gros joueurs, nous disaient c'est impossible. Bien, nous, on a passé des règlements à Sherbrooke, puis dans les MRC qui entourent le Mont-Mégantic ici, pour dire, bien, nous, on n'accepte pas des lumières qui ont plus de 10% de bleu. Bien, ça, en faisant ça, ça excluait toutes les DEL. Sauf, y compris les 2700, sauf les DEL en bleu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques semaines après, ça n'a vraiment pas été long. Je nomme la compagnie, là, mais il y en a une autre. Après, Philips est arrivé avec un lampadaire en brie. Ceux que vous voyez ici, la plupart, c'est ça. Après ça, il y a eu Chili, d'autres compagnies qui ont emboîté le pas. Puis maintenant, on en a plein qui sont disponibles. Évidemment, le prix est plus élevé parce que justement, la chaîne de production est moins développée que pour les DEL très blanches. C'est ma réponse, mais comme je vous dis, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est l'hypothèse quand même. Oui. Il y a de la réglementation au niveau provincial et national pour la pollution de l'atmosphère, pollution de l'eau, ce type de pollution-là. Est-ce qu'il existe ici ou ailleurs dans le monde de la réglementation pour la pollution lumineuse? J'allais dire non, mais c'est pas vrai, mais disons qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a certains endroits, comme justement j'ai parlé des îles Canaries. Aux îles Canaries, il y a une réglementation assez sévère. Pourquoi? Parce que là, il y a les plus gros télescopes du monde, puis c'est des milliards qui ont été investis par plusieurs pays, puis les gens ne veulent pas avoir à fermer, à mettre la clé sous la porte. Et
Sinon, en général, c'est non. Puis, en fait, ce domaine-là est contrôlé par des ingénieurs d'éclairage qui souvent ne sont pas éveillés aux problèmes qu'on mentionne aujourd'hui. Donc, eux autres, la lumière, c'est utile, puis il faut en mettre souvent plus qu'il faut pour faire le travail. Donc, qu'est-ce qui domine la façon d'éclairer? C'est les recommandations de ces associations-là, qui sont souvent ne prennent pas en considération le problème de pollution lumineuse. Ceci dit, au Québec, depuis à peu près un an et demi, on a la norme nationale sur le contrôle de la pollution lumineuse, qu'on a appelé, qui n'est pas c'est pas une réglementation. Ça fait pas force de loi, ça veut. Mais il y a des règles de bonne conduite qui ont été établies pour le Québec. Il y a quelques pays comme ça qui ont fait la même chose, mais il n'y a presque rien de légal encore là-dessus. C'est assez ahurissant parce que. Mais moi, je pense que ça va changer. Je suis quand même assez positif là, parce que justement, le genre d'études qu'on a faites récemment de la santé, ça va faire bouger les choses parce que. Il faut dire une chose, quand on arrive devant un politicien pour dire hey, ça masque les étoiles, on a de la misère à convaincre. C'est pas facile. Vous autres, je sais que vous êtes convaincus, là, mais c'est pas toujours facile. Y a-t-il encore. Est-ce qu'il y avait une autre question? Est-ce qu'il y a encore des questions? Ah oui, c'était clair. Ah, il y en a un autre. Dans le fond, moi, ma question, c'est est-ce que c'est en lien avec ça par rapport aux méthodes de transport quand ils changent l'empanneur, mettons, moi, je suis au Québec, le tour dans le temps, tout ça, c'est vraiment, ça serait à travers des messages que d'autres personnes vont travailler pour faire changer. Il faut que dans ces organismes-là, il y ait quelqu'un qui soit au courant de la chose. Tu sais, c'est ça. Il y a certaines villes, moi, qui m'ont déjà contacté, hey, on veut changer nos lampadaires, est-ce que c'est bon? Oui, bien ça, c'est ça qu'il faut faire, mais là, je fais appel à tous les gens qui sont quand même un peu concernés par le problème. Donc, allez cogner aux portes des conseillers municipaux, puis dites-le, il faut le dire. T'sais. Parce que souvent, ils ne savent pas. Ce n'est pas de la mauvaise volonté dans la plupart pour les décideurs. L'industrie, je ne suis pas sûr. Mais pour les décideurs, je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas de mauvaise volonté derrière ça, c'est juste l'ignorance au fond. Donc, si les citoyens vont et disent, puis à force d'entendre ça, ils vont se dire, oh, peut-être qu'il y a un problème. Oui, puis ça, au Canada, hein, il y a déjà des règles, par exemple, lorsqu'il y a une nouvelle usine, une nouvelle ligne qui est ouverte, il y a des critères sur la pollution lumineuse maintenant qui doivent être respectés. OK, c'est pas une loi, mais ils doivent démontrer qu'il n'y a pas de fou de pollution lumineuse. Donc, ça avance, tranquillement. Mais il faut continuer à passer le message le plus possible. Oui? Les fluorescents qu'on a dans les taux à bureau. C'est pas terrible. Il y a plusieurs types de fluorescents, c'est là que la réponse devient compliquée. Mais grosso modo, il y a beaucoup de bleu. Okay? C'est blanc. Donc, on voit qu'il y a du bleu. Mais encore plus, le problème, c'est qu'il y a des ultraviolets souvent dans les fluorescents. Donc, des fois, ça donne des maux de tête dans les autres. Mais ouais, c'est pas une bonne technologie, mais commencer à changer toutes les lumières de toutes les édifices à bureau, ça va être long. Puis actuellement, en fait, ils échangent, mais pour des DEL. Des DEL blanches, donc il n'y a pas de gain. Sauf qu'à certains endroits, comme par exemple au cégep de Sherbrooke, j'ai vu ici, dans ma propre institution, à faire installer des DEL un peu moins blanches. Mais c'est ça. Mais il y a un problème de disponibilité, comme c'était mentionné tout à l'heure. Ouais. Alors, malheureusement, le temps file. Alors, ceux qui avaient encore des questions sur la pollution lumineuse, soyez sans crainte. Martin va être encore là pour quelques moments. Vous allez pouvoir le recroiser au cours des prochaines minutes. Mais donc, bientôt, on va avoir nos présentations suivantes qui vont commencer. Alors, dans la salle, il y a des gens de différents groupes A, B, C, D, E, F. Alors, pour les gens des groupes A et B, votre présentation principale infrarouge va commencer dans quelques minutes dans la salle multimédia ici même. Alors, vous pouvez rester sur place, les gens des groupes A et B. Vous êtes déjà au bon endroit dans l'univers. Les gens des groupes C, D, E et F, eh bien, vous allez avoir votre présentation infrarouge plus tard en soirée. Alors là, maintenant, vous allez pouvoir sortir de la salle et aller profiter des autres activités de l'Astrolabe.